exactement. Ben voilà, voilà. Alors, je suis vraiment ravie de pouvoir vous accueillir euh, tous et toutes, et surtout que vous n'ayez pas quitté, hein, parce que vous avez dû attendre très longtemps. Nous sommes la dernière séance concurrente à avoir été lancée. Et ben, je voulais juste dire quelques mots de présentation. Notre séance en langue française est sous la double égide de la Société américaine de droit comparé et de la section nord-américaine de la Société de législation comparée, Société française. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous proposer la perspective de Monsieur Olivier Duthier-de-Lamotte, conseiller d'État honoraire, sur quelques développements en droit français. Et Monsieur Duthier-de-Lamotte a également siégé, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, au Conseil constitutionnel. Et de ce côté de l'Atlantique, aux États-Unis, il a été élu à l'American Law Institute. Et je vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté d'être des nôtres, Monsieur Duthier-de-Lamotte. Et pour commencer, je propose de vous poser des questions et ensuite, s'il nous reste assez de temps, j'ajouterai moi-même quelques remarques sur un autre développement en droit français avant de laisser la parole à ceux d'entre vous, de nos spectateurs, qui auraient peut-être des questions ou des remarques à faire eux-mêmes. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous éclaircir sur la situation en France en ce moment et les développements juridiques ou autres concernant les mesures sanitaires pour protéger contre le Covid? Avec plaisir. D'abord, je voudrais dire que c'est un plaisir et un honneur pour moi de participer à ce congrès annuel, si j'ai bien compris, de la Société américaine de législation comparée. Moi, je suis moi-même membre de la Société française de législation comparée. Et donc, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Et je vous remercie beaucoup, Viviane, de m'en avoir donné la possibilité. Alors, votre question est tout à fait d'actualité, parce que je ne sais pas si vous lisez les journaux, mais la France, qui en réalité a été durement touchée par le coronavirus depuis le début de la crise, est rentrée dans une nouvelle période de crise, puisque hier, en Conseil des ministres, le président de la République a décrété l'état d'urgence sanitaire, dont je vais vous dire quelques mots, qui est le nouveau régime juridique de gestion des crises sanitaires, et a pris une décision qui est très lourde de conséquences, qui est le couvre-feu de 21h jusqu'à 6h du matin. C'est-à-dire que toute personne qui sera vue dans la rue entre 21h et 6h du matin devra payer une amende de 135 € et de 1 500 € en cas de récidive, sauf s'il a une bonne raison d'être là dehors parce qu'il travaille de nuit ou que son travail se termine tard. Et en réalité, ce qui est très intéressant dans cette décision, c'est qu'elle est le fruit de deux impératifs contradictoires que le gouvernement a dû concilier. Le premier, c'est qu'il s'est absolument refusé, et je crois à juste titre, de décréter un nouveau confinement, comme il l'avait fait en mars dernier. Pourquoi ? Parce que le confinement a mis l'économie française en berne et que les autorités sont convaincues, je crois à juste titre, qu'un deuxième confinement achèverait l'économie française. La situation est très, très grave sur le plan économique. Et en même temps, l'épidémie repart plein pot, 20 000 cas nouveaux par jour. Les services de réanimation, qui ne sont pas encore saturés comme en mars, commencent à l'être. Et donc, il fallait prendre des mesures drastiques. Et la mesure drastique, c'est le couvre-feu.
Mais il faut bien voir que cette mesure a été annoncée hier par le président de la République lui-même, très solennellement. Mais on ne sait pas comment va réagir la population française. Elle a bien réagi au confinement, mais d'abord, il y a un effet de lassitude, et puis il faut bien voir que le couvre-feu de 21h à 6h du matin, c'est la fin de toute vie sociale le soir. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au spectacle, vous ne pouvez plus inviter des amis, parce que maintenant, l'une des causes identifiées, enfin les clusters, maintenant, c'est beaucoup les réunions de famille, les anniversaires, tout ça. Enfin, maintenant, on fait la chasse aux réunions de famille. Voilà. Donc, vous êtes en plein dans l'actualité. Alors, je disais il y a un instant que la France a été durement touchée, enfin elle fait partie des pays qui a été durement touchée, mais les États-Unis encore plus, puisque au 11 octobre 2020, donc il y a 4 jours, 743 479 cas ont été recensés depuis le début de l'épidémie et 32 825 décès ont été enregistrés à la même date depuis le début de l'épidémie, soit un taux de décès de 4,4%, qui n'est pas considérable en réalité. Évidemment, c'est toujours dramatique, mais par rapport à d'autres fléaux, le taux de décès n'est pas très, très fort. Alors, la France, en fait, a connu 2 vagues de l'épidémie. Une première vague qui s'est développée à partir du mois de février, et c'est là que la circulation extrêmement rapide du virus a fait craindre au gouvernement que les hôpitaux ne soient plus en mesure d'accueillir en réanimation les malades les plus gravement atteints. La capacité d'accueil en réanimation était à l'époque de 7000 lits et début mars, elle était saturée et elle était même dépassée. Et donc, ce qui est quand même tout à fait intéressant de noter, que je me permets de souligner, c'est que la décision du confinement, c'est-à-dire de confiner l'ensemble de la population chez elle, quand même une décision sans précédent, même pendant les guerres, la guerre d'Algérie, tout ça, enfin, on n'a jamais connu un confinement général de la population chez elle, avec interdiction de sortir, sauf pour faire ses courses alimentaires exclusivement. Eh bien, en fait, cette décision très, très lourde a été motivée presque uniquement par le souci majeur d'éviter que les services de réanimation ne soient complètement débordés, qu'on ne puisse plus soigner les gens. Et je dois dire que cette stratégie s'est révélée payante, puisqu'elle a permis de maîtriser le flux des patients admis en réanimation et le nombre de lits étant par ailleurs augmenté. Mais comme je le disais il y a un instant, elle a mis l'économie en berne. Le PIB de l'année 2020 est estimé à moins 11%. Moins 11%. C'est donc considérable. Et parallèlement au confinement de la population, on a fermé tous les commerces, sauf les commerces alimentaires. On a fermé les bars, les restaurants, les hôtels, tous les lieux culturels, on a interdit tous les rassemblements et on a même interdit les offices du culte. Mais on a laissé les églises ouvertes. Voilà. On voit bien ces équilibres très subtils qui ont été définis sur chaque point. Alors, le confinement a duré du 16 mars, où le président de la République l'a annoncé, jusqu'au 11 mai 2020. Et parallèlement, le gouvernement a fait voter, là je viens sur les choses plus juridiques, la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 qui a créé l'état d'urgence sanitaire, qui est donc un nouveau régime juridique pour lutter contre les épidémies. Alors, l'état d'urgence sanitaire est entré en vigueur le 24 mars 2020 et il a duré jusqu'au 10 juillet 2020. Lui a succédé un régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire prévu par une autre loi du 9 juillet 2020,
qui confie au Premier ministre des pouvoirs presque aussi étendus que ceux de l'état d'urgence sanitaire. Et ce régime, qui était prévu initialement du 11 juillet 2020 jusqu'au 30 octobre 2020, doit être prolongé jusqu'au 1er avril 2021. Alors, il y a eu ensuite la deuxième phase dont je vous ai parlé en introduisant mon propos, donc 20 000 cas par jour. Pour l'instant, il n'y a que 1539 patients en réanimation, mais le nombre augmente très vite, et d'où la décision du gouvernement de réinstaurer l'état d'urgence sanitaire et la décision du couvre-feu. Alors, la loi du 23 mars 2020 a créé un état d'urgence sanitaire qui est codifié au Code de la santé publique et qui est au fond le pendant en cas de fléau sanitaire de ce qui est l'état d'urgence en cas de menace sur l'ordre public et notamment de menaces terroristes. Vous savez que la France a une très vieille législation sur l'état d'urgence qui date de 1955, qui date en fait de la guerre d'Algérie et qui a été récemment rénovée pour l'adapter à la lutte contre le terrorisme. Alors, l'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire en cas, je cite, de catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population. Donc, il est déclaré par décret en Conseil des ministres et sa prolongation au-delà d'un mois ne peut être faite que par une loi qui fixe à ce moment-là sa durée définitive, si je puis dire. Alors, c'est intéressant de regarder un peu dans le détail les pouvoirs considérables que l'article L 3131-15 du Code de la santé publique, donc issu de cette loi, donne au Premier ministre. Le Premier ministre peut prendre les mesures suivantes. Premièrement, restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules. Ça, c'est le confinement. Si vous interdisez aux gens de circuler, ben, ça veut dire qu'ils restent chez eux. Deuxièmement, ça c'est la circulation, pardon. Deuxièmement, interdire aux personnes de sortir de leur domicile. C'est ça le confinement. Troisièmement, ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées, ce qui peut impliquer leur affectation autoritaire dans un endroit, dans un centre où elles sont à la fois surveillées, soignées et cantonnées. Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement des personnes affectées. Donc, on peut les maintenir en isolement. Ordonner la fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public, ainsi que des lieux de réunion. Ça permet de fermer tous les magasins. Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique. Ordonner la réquisition de tout biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire, ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens. Donc ça, c'est un pouvoir de réquisition considérable. Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits. En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés. Et enfin, en tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre. C'est-à-dire que ça, c'est une disposition qui est tellement générale qu'elle permet de prendre à peu près toute mesure concernant les entreprises. Alors, ces pouvoirs sont considérables. Alors, pour cadrer les choses, la loi a prévu que dès qu'on mettait en œuvre l'état d'urgence sanitaire, on devait réunir un comité de scientifiques. Alors, c'est ce qui a été fait. Alors, c'est assez intéressant. L'expérience est assez intéressante parce que, d'abord, c'est un comité où il y a beaucoup de scientifiques. Donc, sans qu'on sache très bien ce qui s'y passe, parce que leurs délibérations sont secrètes, il est clair que tous les médecins se sont bouffés le nez entre eux, se sont disputés très durement. Il y a eu
toute la polémique du professeur Raoult à Marseille avec la chloro, je ne sais jamais le prononcer. Voilà. Et puis, il y a un président qui est assez médiatique. Bon. Et puis, ce qui est apparu assez vite et qui est assez simple, qui est assez normal, c'est que les scientifiques avaient un avis, mais c'est quand même le gouvernement qui prend les décisions. Donc, le gouvernement, en réalité, n'a pas suivi dans le détail toujours les avis du comité de scientifiques. Alors, comme l'a montré l'énumération un peu longue, je m'en excuse, des pouvoirs qu'a le Premier ministre, on voit que l'atteinte aux libertés est considérable, qu'il s'agisse de la liberté d'aller et venir, de la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées, du maintien en isolement des personnes infectées par le virus, de la fermeture de tous les établissements recevant du public, c'est-à-dire de tous les commerces et des lieux de réunion, c'est-à-dire toutes les salles de spectacle, et enfin l'interdiction de tout rassemblement sur la voie publique. Alors, la loi a prévu 2 garde-fous. Sur le plan politique, l'article L 31-31-13 du Code de la santé prévoit que l'Assemblée nationale et le Sénat sont, je cite, informés sans délai des mesures prises et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. Donc, il y a un pouvoir d'information des assemblées parlementaires qui peut peut-être déboucher, pour l'instant on n'a pas beaucoup vu, sur une forme de contrôle. Alors, le deuxième garde-fou est plus solide sur le plan juridictionnel. L'état d'urgence sanitaire est placé sous le contrôle du juge administratif et l'article L 3131-18 prévoit expressément que les mesures prises à ce titre seront examinées dans le cadre des procédures de référé-suspension et de référé-liberté. Donc, tous les recours contre les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire sont traités sur la procédure du référé, c'est-à-dire en urgence et par un juge unique. Et ça a bien fonctionné. Je veux dire, sans vouloir vanter mon ancienne maison, le Conseil d'État a rendu toute une série d'ordonnances assez équilibrées, notamment quand le gouvernement a déconfiné, il avait à peu près tout déconfiné, sauf les lieux de culte. Et là, le Conseil d'État a annulé. Il dit, écoutez, vous ne pouvez pas ouvrir toutes les salles de spectacle, les restaurants, les cafés, et interdire aux gens d'aller à la messe parallèlement. Voilà. Alors, je terminerai en appelant votre attention sur un point plus original, qui est que l'état d'urgence sanitaire a été complété par 2 autres moyens d'action, pour tout dire assez inattendus et un peu insolites. Le premier, c'est un recours massif aux ordonnances de l'article 38 de la Constitution. Donc, vous savez que dans la Constitution française, il y a une procédure d'ordonnance selon laquelle le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Donc, c'est une procédure qui permet au gouvernement de légiférer sans passer par le Parlement. Alors, ça a été utilisé, par exemple, en 1958 pour le plan Armand-Huef, qui était le plan de redressement économique du général de Gaulle, et ça a été utilisé en 1967 pour réformer la sécurité sociale. Alors, la loi du 23 mars 2020 et toutes celles qui lui ont succédé ont multiplié les habilitations dans les domaines les plus divers. Droit du travail, droit civil, droit commercial, droit pénal. 54 ordonnances ont ainsi été prises en 3 mois dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Alors, c'est quand même une situation qui est très paradoxale, parce que le gouvernement a tous les pouvoirs dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et en plus, il demande à ce qu'on lui confie le pouvoir de légiférer dans toute une série de domaines. On a une sorte de cumul de 2 procédures d'extension. Alors, le deuxième phénomène qui est très caractéristique de cette période sur le plan
dirais, de la science politique, c'est un recours massif à la soft law. Durant cette période, le ministère du Travail a multiplié les questions-réponses, les circulaires, les protocoles. Par exemple, il y a eu un protocole national de déconfinement. Alors, ces documents sont dépourvus de valeur juridique, mais ils ont été le support de décisions très importantes. C'est-à-dire, par exemple, c'est dans un question-réponse que le ministère du Travail, enfin que le gouvernement du ministère du Travail, que le gouvernement a exercé une très forte pression sur les entreprises dans le cadre du confinement pour qu'elles mettent en télétravail tous les salariés qui pouvaient l'être. C'est-à-dire que dans le question-réponse, il y avait une phrase, les entreprises doivent mettre en télétravail tous les salariés qui peuvent l'être. Et plus récemment, dans le cadre du protocole de déconfinement que le gouvernement, enfin qui date du 1er septembre, le gouvernement a inscrit l'obligation du port du masque en entreprise, qui est quand même une mesure très lourde, très importante, bon, qui pose des tas de problèmes. Alors, le Conseil d'État, devant ça, a été amené à préciser le régime juridique de ces actes. Il a estimé que les actes de soft law pouvaient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir s'ils remplissent 3 conditions. Premièrement, ils doivent avoir une portée générale. Deuxièmement, ils doivent émaner d'une autorité publique. Et troisièmement, ils doivent être susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes. Et si ces 3 conditions sont réunies, un recours pour excès de pouvoir peut être exercé et recevable et pourra conduire à un contrôle de légalité de toutes ces circulaires, questions-réponses, de toute cette soft law. Alors ça, c'est un arrêt du Conseil d'État du 12 juin 2020, l'arrêt Gisti. Alors, pour conclure, je dirais que la France, et malheureusement l'actualité la plus récente le confirme encore, n'est malheureusement pas sortie de l'épidémie et elle n'est pas prête d'en sortir. Le président de la République a donné hier comme échéance, qui est quand même assez incroyable, me semble-t-il, pour un président de la République, pas avant l'été 2021. Donc la fin 2020 et au moins le premier semestre 2021. Mais une chose est sûre, l'épidémie laissera des traces dans la société française. J'en prendrai 2 exemples. Le premier, c'est la téléconférence, qui est amenée avec le développement de techniques très performantes, enfin très performantes, ça dépend un peu des jours et ça dépend un peu des heures, mais à remplacer un grand nombre de réunions avec leur cortège de trajets et de déplacements inutiles. Et le deuxième exemple, c'est le télétravail, qui était très peu pratiqué en France de façon régulière, puisque seuls 3,5% des salariés le pratiquaient, qui est monté jusqu'à 27% pendant la période du confinement et qui est appelé à jouer un rôle beaucoup plus important parce qu'en dehors même de la crise sanitaire, pour des salariés qui font, et c'est très courant dans la région parisienne, 3 heures de trajet par jour dans les transports en commun, dans des conditions effroyables, notamment pour les femmes, dans des conditions d'insécurité, d'incivilité, bon. Eh bien, le télétravail, c'est un moyen d'augmenter à la fois la productivité de leur travail et leur qualité de vie. Donc, peut-être que le monde du travail post-coronavirus sera différent et sera peut-être, il faut toujours être optimiste, meilleur qu'avant la crise. Voilà. J'en ai terminé. Je suis à votre disposition pour répondre à des questions si vous en avez. Je pense que peut-être que nous allons procéder à notre deuxième thème avant les questions. Oui, si vous êtes d'accord. Et je remercie, je crois que nous nous posons tous des questions dans nombre de pays qui sont assez similaires sur le post-Covid et le travail. Oui, reste à voir. Alors, je pense qu'aux États-Unis et ailleurs aussi,
les Gilets jaunes comme mouvement ont évoqué beaucoup d'intérêt en dehors de la France et beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. Et pouvez-vous nous parler de ce mouvement tel que vous l'apercevez et peut-être aussi nous dire si vous y voyez des similitudes avec des mouvements populistes ailleurs dans le monde? Oui, avec plaisir. Alors, moi, je suis très content de vous parler de ce mouvement parce que ce mouvement m'a fasciné. Et j'avais un peu l'idée, pour l'instant je ne l'ai pas fait, de faire un article ou quelque chose. Alors, en même temps, il y a quelque chose d'un peu surréaliste de parler du mouvement des Gilets jaunes parce que la crise sanitaire a tout effacé, a effacé tout le reste. Et en plus, là, il vient à peu près de se terminer. Voilà. Mais en même temps, au moment où il se termine, c'est justement le bon moment pour essayer de jeter un regard sur ce mouvement qui a quand même duré près de 2 ans et dont je rappellerai brièvement l'historique avant d'examiner ses caractéristiques essentielles, c'est-à-dire sa composition, son absence de toute structuration et surtout, malheureusement, sa violence. Alors, l'historique, le mouvement des Gilets jaunes est né le 17 novembre 2018 pour protester contre une augmentation du prix de l'essence liée à une augmentation de la fiscalité écologique et plus précisément de la taxe carbone. Et il a eu dès le début pour signe de ralliement les gilets jaunes. Alors qu'est-ce que c'est les gilets jaunes? C'est le gilet, je pense que c'est la même chose aux États-Unis, le gilet fluorescent, qui en France est jaune, que tout automobiliste doit avoir dans sa voiture en cas de panne, pour que si, je sais pas quoi, s'il change une roue, on le voit, qu'il ne soit pas invisible. Donc, c'est déjà un symbole assez extraordinaire, le gilet jaune. Il fallait y penser, parce qu'on a vu arriver des milliers de gilets jaunes. Alors, ce mouvement a pris dès le début 2 formes qu'il a gardées tout au long de son histoire. La première forme, c'est l'occupation des routes et des ronds-points. Alors, les routes, ils bloquent la circulation. Les ronds-points, ça, c'est hautement symbolique, parce que les ronds-points, vous savez, c'est ces ronds-points que, je ne sais pas, je crois qu'aux États-Unis, ça n'existe pas, ou peu. Mais en France, le moindre village de 50 habitants a au moins 3 ronds-points. Sinon, il n'est pas chic. Sinon, il n'est pas digne. Il y a eu une mode et une gabegie des ronds-points qui a été considérable. Et donc, l'occupation des ronds-points, c'est un geste qui est très symbolique. Et cette partie-là a donné lieu à des scènes de fraternité. Notamment, les gens se retrouvaient sur les ronds-points, ils faisaient des feux. On n'était pas loin de Noël. Au moment de Noël, il y en a pas mal qui ont fêté Noël sur les ronds-points. Voilà, des gens qui avaient un peu perdu tout contact avec la société, qui n'avaient pas d'amis, etc., et qui se retrouvaient. Il y avait une espèce d'élan de fraternité. Alors ça, c'est la première forme, la moins contestable. La seconde est plus contestable, c'est des manifestations qui avaient lieu le samedi dans les villes, et notamment à Paris. Et ces manifestations étaient dénommées actes, et elles étaient numérotées. C'est ainsi que l'acte 1, organisé le 17 novembre 2018, a réuni beaucoup de monde, puisqu'elle a réuni 287 700 personnes. Les manifestations ultérieures ont été beaucoup plus limitées, puisqu'elles ont réuni entre 15 000 et 40 000 personnes par samedi. Mais, même peu nombreuses, ces manifestations qui revenaient tous les samedis, il y avait un côté un peu lancinant, étaient extrêmement violentes, donnant lieu à des scènes de lynchage et de guérilla urbaine. Alors, le gouvernement, je dois dire, a réagi assez fortement à ce mouvement pour essayer de l'enrayer. Le 5 décembre 2018, d'abord, le président de la République a décidé d'abandonner l'augmentation de la taxe carbone qui, en renchérissant le prix de l'essence, avait été à l'origine du mouvement. Le 10 décembre 2018, il a annoncé au cours d'une conférence de presse une série de mesures destinées à augmenter
le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes. La principale, c'est la création d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui est exonérée d'impôts et de cotisations sociales dans la limite de 1 000 € et qui devait être distribuée avant le 31 mars 2019. Il a également annoncé une défiscalisation des heures supplémentaires et enfin, il a annulé la hausse de 1,7 point de CSG pour les retraités les plus modestes. Donc, toutes ces mesures ont été mises en œuvre par un projet de loi qui est la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économique et sociale. Alors, le président de la République a également annoncé qu'un grand débat national se tiendrait du 15 janvier au 15 mars 2019 sur 4 thèmes: la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'État et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. 2 ministres et une mission interministérielle du grand débat, instituée auprès du Premier ministre, ont été chargés d'animer ce débat. Le 29 avril 2019, le président de la République a conclu ce grand débat par une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé 2 mesures essentielles: une baisse de l'impôt sur le revenu sur les classes moyennes et la réindexation des petites retraites sur l'inflation. Le coût total de ces mesures s'est quand même élevé à 20 milliards, 15 milliards pour les mesures économiques et sociales prises en décembre 2018, 5 milliards pour les mesures prises en mai à l'issue du grand débat national. Ces différentes mesures n'ont pas mis fin au mouvement, qui s'est poursuivi avec néanmoins une mobilisation très inférieure. Il a été suspendu, évidemment, pendant la période du confinement. Une tentative pour le relancer a été faite en septembre, qui a échoué. Ça a été un flop. Et donc, on peut considérer, avec toutes les précautions d'usage, que ce mouvement est aujourd'hui terminé. Alors, ce qui est intéressant dans ce mouvement, ce n'est pas tellement son histoire, c'est ses caractéristiques. Alors d'abord, sa composition, et c'est là que je vais répondre à votre question. Le mouvement des Gilets jaunes a pu être décrit par Pierre Rosanvallon, qui est un très grand historien français, historien, sociologue, comme la société des petits, le salariat modeste, les auto-entrepreneurs, les petits commerçants, les artisans, tout ce qui parle d'une vie diminuée, coupée en deux, qui piétine à partir du milieu du mois. Il incarne ce que les sociologues appellent les petits moyens, qui est un peu l'équivalent des poor whites américains et qui définissent ainsi, alors j'adore cette définition, ils travaillent, paient des impôts et gagnent trop pour être aidés et pas assez pour bien vivre. Il y a tout dans cette définition. Ils travaillent, ils paient des impôts et gagnent trop pour être aidés et pas assez pour bien vivre. C'est-à-dire, ce n'est pas la partie la plus pauvre de la population, ce n'est pas les exclus, voilà. C'est des gens qui ne sont pas dans la misère, qui gagnent leur vie, qui ont un emploi, mais qui vivent mal. Alors, ils ferment leur gueule la plupart du temps, même le plus souvent, mais le jour où ils descendent dans la rue, c'est très, très difficile de les en faire sortir. Et alors, ce qui a été passionnant, c'est que le professeur Hervé Lebras, qui est un très grand démographe français, a étudié l'implantation géographique des Gilets jaunes. Et il a constaté qu'une large bande de forte fréquence des Gilets jaunes traverse la France en diagonale. Et les géographes connaissent très bien cette diagonale qu'ils ont dénommée la diagonale du vide, parce que c'est dans cet espace que les densités sont les plus faibles et que la population continue de diminuer. Et cette géographie est l'expression de ce qu'il appelle un malaise automobile. En effet, la désertification avait été contrebalancée jusqu'alors par une sorte de pacte implicite de l'État qui, pour compenser l'éloignement des services,
favoriser la circulation routière en entretenant un excellent réseau et en aidant le diesel. Or, dans les mois qui précèdent le 17 novembre, ce pacte a été rompu par diverses mesures. La limitation de la vitesse à 80 km/h, qui a été un drame national. L'affaire Dreyfus, une nouvelle affaire Dreyfus, il y avait les pour, les contre, bon. Finalement, on a dit chacun fait ce qu'il veut dans son département. Bon. La menace d'un durcissement du contrôle technique, le haro jeté sur le diesel et la taxe écologique. Les personnes qui vivaient loin des services dans la diagonale du vide, mais aussi une partie de la population périurbaine, se sont senties à juste titre menacées dans leur mode de vie et ont réagi quasi instinctivement. Voilà, donc ça c'est une explication que je trouve très originale et très intéressante. En réalité, ça c'est sûr, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement rural et périurbain. C'est-à-dire c'est les gens qui ont besoin de leur voiture pour vivre, qui n'ont pas de transport en commun, qui ne peuvent pas se passer de la voiture. Alors, comme ils ne sont pas très riches, si on augmente le prix de l'essence, etc., pour eux, c'est insupportable. Alors, et puis, il y a cette définition des petits moyens là, que j'indiquais. Alors, moi, je trouve qu'il y a des analogies, disons, peut-être pas des similitudes, mais des analogies. Alors, il y a, à mon avis, une analogie avec l'électorat du Brexit, c'est-à-dire les Anglais qui ont voté pour sortir de l'Union européenne répondent un peu aux mêmes caractéristiques. Je pense qu'aux États-Unis, mais je parle sous votre contrôle, il y a une certaine analogie avec l'électorat de Trump. C'est-à-dire que dans l'électorat de Trump, il y a beaucoup de, me semble-t-il, de poor whites, de petits moyens, c'est-à-dire de gens, enfin, il y a des gens qui répondent aux mêmes définitions. Alors, il y a aussi certainement dans les mouvements populistes d'Europe de l'Est des points communs, mais c'était des phénomènes plus anciens. Je pense que ce qui est intéressant dans le phénomène du Brexit, de l'électorat de Trump et des Gilets jaunes français, c'est que ces trois phénomènes contemporains, enfin simultanés et récents. C'est une nouvelle forme de populisme qu'on pourrait appeler les nouveaux populistes. Alors, deuxième caractéristique de ce mouvement, qui est aussi tout à fait étrange, c'est l'absence de toute structuration et de toute organisation. C'est un mouvement qui s'est lancé et qui s'est développé uniquement via le web, au travers des médias sociaux et ou de plateformes dédiées. Tout s'est fait par web, ce qui leur donnait une mobilité extraordinaire. C'est-à-dire que les mots d'ordre, le samedi, en réalité, circulaient sur le net le samedi matin. Ils se retrouvaient, bon, et dans Paris, ils étaient capables de dire on se retrouve sur les Champs-Élysées, et au dernier moment, pas du tout, on se retrouve à la Bastille. Alors, il n'a jamais réussi à se structurer. Tous les leaders qui ont émergé et qui ont essayé d'en prendre la tête ont été rejetés par la balle. Et il y avait des gens qui avaient un certain charisme, enfin, des gens qui avaient une certaine qualité. Alors, ça a eu beaucoup de conséquences. La première, c'est la difficulté à formuler des revendications. Quand ce n'est pas structuré du tout, c'est très difficile de formuler des revendications. Alors, les seules qui ont réussi à émerger sont celles concernant le prix du carburant, qui est à l'origine du mouvement, la démocratie directe et le référendum d'initiative citoyenne, qui a été leur principale revendication dans le cadre du grand débat, et enfin, l'hostilité à toutes les mesures défavorables aux automobilistes, limitation de la vitesse à 80 km/h, prix des péages, prix du contrôle technique, etc. La seconde conséquence, c'est l'incapacité à formuler un projet révolutionnaire. Faute d'idéologie, les Gilets jaunes n'ont été capables ni de s'organiser, ni de se donner des objectifs communs. La troisième est l'absence de tout lien avec le mouvement syndical. Ça, c'est rarissime en France. Les organisations syndicales n'ont soutenu à aucun moment le mouvement des Gilets jaunes et n'ont à aucun moment essayé de se joindre à lui. Et la quatrième, qui est très intéressante, c'est la violence du mouvement. Alors, il y a un sociologue que j'avoue que je ne connaissais pas, Farhat Koroshkavar,
a remarqué que lorsqu'il n'y a ni organisation ni objectif défini, la violence se développe comme ciment du groupe. Loin d'être un épiphénomène, il devient le lien dominant qui maintient la cohésion. Quoi qu'ils s'en défendent, les Gilets jaunes sont tombés dans ce piège qui attire des bandes d'extrême gauche ou d'extrême droite, celles qui se constituent en black blocs et qui ont fini par prendre une position très importante dans les manifestations. Et je terminerai avec la dernière caractéristique qui est la plus triste, je dois dire, la plus inquiétante pour l'avenir, c'est la violence. L'absence de toute organisation du mouvement et donc de tout service d'ordre a favorisé le développement de la violence au cours des manifestations. Lors de l'acte 2 sur l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, des barricades sont montées, puis incendiées, des abribus cassés et des vitrines de commerce brisées. Le samedi suivant, des casseurs vandalisent l'Arc de Triomphe, tandis qu'une partie de la préfecture de Puy-en-Velay est incendiée. Et alors, l'acte 18, le 16 mars 2019, moi j'étais à Paris, j'ai suivi ça minute par minute, il y a eu des violences inouïes avec l'incendie d'une agence bancaire, l'incendie de la brasserie Le Fouquet sur les Champs-Élysées, qui est quand même une institution parisienne. Au total, des casseurs et un black bloc de plus de 2500 personnes ont dégradé 216 commerces, dont 27 ont été pillés. Alors, comme le montrent ces exemples, ces violences prennent essentiellement deux formes. Le premier, c'est des incendies de bâtiments, ce qu'on n'avait pas vu à Paris, enfin même en mai 68, on n'avait pas incendié des... Et alors, la seconde, qui moi m'a profondément choqué, c'est des attaques de policiers isolés. À 3 reprises, on a vu à Paris quand même, en 2020, des tentatives pour tuer en fait des policiers isolés. Une fois, place de l'Étoile. Une deuxième fois, c'était un motard isolé. Il n'a pas réussi à faire démarrer sa moto, il s'est fait encercler, etc. Il a d'ailleurs sorti son arme. Enfin, plus exactement, un de ses collègues a sorti son arme, et là, je dois dire que les policiers ont été d'un grand sang-froid parce qu'ils n'ont pas tiré. Et enfin, une troisième fois, alors tout ça, on le voyait à la télévision sur, je ne sais plus quelle chaîne, enfin, il y a une chaîne qui montrait ça toute la journée. Alors, la troisième fois, c'est un ancien boxeur qui était un costaud, enfin un type, un ancien boxeur qui a battu à mort un policier sur le pont des Arts. Enfin, il a fallu qu'il y ait une intervention, sinon le type serait mort. Alors la riposte du gouvernement a été double. D'une part, une riposte judiciaire. Au 24 mars 2019, donc après ces violences extrêmes, parmi tous les manifestants interpellés, plus de 8700 ont été placés en garde à vue, 2000 ont été condamnés et 390 incarcérés. Ces chiffres constituent un record pour un mouvement social en France. Et en second lieu, début janvier 2019, le gouvernement a annoncé une loi pour lutter contre les casseurs, permettant notamment de sanctionner les organisateurs de manifestations non déclarées et l'instauration d'un fichier pour interdire la présence de manifestants radicaux dans les cortèges. Voilà. Et je dirais que pour l'avenir, je pense que la sociologie de ce mouvement est très intéressante et une source de réflexion pour nos gouvernants, notamment sur la France rurale. La France rurale, elle n'est pas si calme que ça, la preuve. Et deuxièmement, ce que je trouve inquiétant pour la société française, qui est déjà une société violente, qui en présente quand même beaucoup de formes de violence, c'est qu'on a franchi incontestablement un cap, enfin, un seuil. Et ça, c'est toujours grave parce que ça libère les comportements violents. Voilà, j'ai été un petit peu long, pardon. Pas du tout. Je vous remercie de ces éclaircissements. Et il nous reste quand même 25 minutes. Et je voudrais ouvrir donc la séance à vos questions, à vos remarques.
si vous en avez. Sinon, je pourrais parler aussi d'un développement en droit français, mais ce serait quelque chose d'assez théorique. Mais à vous de poser des questions à Monsieur Dutheil de la Motte, si vous en avez, ou d'offrir vos commentaires. Je ne vois rien sur le chat. Ou des mains levées? Non? Alors sinon, je vous propose de parler un petit peu de quelque chose qui m'a beaucoup intéressée moi-même. C'est une sorte de dynamique d'interaction entre les États-Unis et la France dans le litige transnational. Donc, ça n'a pas l'intérêt de la société actuelle, qui était le thème des deux sujets de Monsieur Dutheil de la Motte, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et cela concerne en fait les procès civils aux États-Unis et quelque chose qui s'appelle les lois de blocage en France. Et comme certains d'entre vous le savent sûrement, aux États-Unis, dans les procès civils, il y a une longue étape dite de discovery, où chaque partie peut exiger une très grande quantité d'informations de son adversaire, qui est non seulement volumineuse, mais aussi extrêmement intrusive, du moins d'un point de vue civiliste. Et nombre de pays, par conséquent, ont adopté des lois de blocage ayant pour but d'interdire la communication de certaines informations économiques ou industrielles ou autres de la part de leurs ressortissants. À partir des années 1950, les lois de blocage bancaire suisses ont été respectées par les juges aux États-Unis. La partie suisse n'a donc pas été obligée de se plier aux demandes de son adversaire si celle-ci serait la cause d'une infraction de la loi suisse. Et effectivement, selon un des principes consacrés par la Restatement of the Law of Foreign Relations des États-Unis, le juge aux États-Unis ne doit pas obliger une partie étrangère, a priori au moins, à se conduire de sorte qu'elle soit en violation du droit de son propre pays. Mais la réaction à la loi de blocage française a, dès le départ, été tout autre qu'à la loi bancaire suisse. Alors, la loi bancaire suisse, elle, avait été jugée comme faisant partie intégrante de l'esprit national suisse et de ce que lui importait au plus profond de son être national. Par contre, la loi française ne faisait pas le poids pour le juge américain parce qu'elle n'était pas appliquée en France contre la partie française qui divulguait l'information, les informations interdites pendant cette étape de la discovery. Et dès lors, le juge estimait que la partie française ne risquait rien en se soumettant à la discovery. La situation s'est encore empirée pour les parties françaises qui tentaient d'évoquer la loi de blocage quand un juge aux États-Unis s'est aperçu que pendant les débats au Sénat français sur la loi de blocage, il s'agissait ouvertement de ne jamais appliquer la loi à l'avenir, mais plutôt de protéger les sociétés françaises dans les litiges ayant lieu aux États-Unis, voire de leur donner un atout, une arme à la main. Or, pour le juge américain, il s'agissait d'une émission inadmissible dans son domaine, alors que pour le législateur français, il s'agissait d'une tentative hégémonique de la part du juge américain de s'immiscer dans les secrets d'affaires de la France et de nuire à l'économie française. Au fil des années, il y a eu quelques applications de la loi de blocage en France, quoique très peu. Mais là, le système common law, qui veut que les précédents soient source de droit, n'a pas suffi
pour changer le résultat pour les parties françaises dans les audiences de Discovery. C'est-à-dire, les juges ont dit, nous savons que la loi de blocage française ne doit pas être prise au sérieux. C'est maintenant que je viens aux développements les plus récents dans la loi française. Il y a eu en 2016 la loi Sapin 2. Et cette loi, cette méga-loi, contient entre autres des dispositions pour renforcer la loi de blocage dans les peines qu'encourent les défendeurs et dans les mécanismes d'exécution. Et elle crée un commissaire pour veiller à ce que cette loi soit appliquée. Et plus récemment encore, en 2019, c'est-à-dire l'année dernière, Raphaël Gauvain, qui est membre de l'Assemblée nationale, à la demande du Premier ministre Philippe, a rédigé un rapport qui s'appelle, on l'appelle le rapport Gauvain, qui préconise et plus exactement qui exhorte le renforcement de cette loi de blocage, de son application et des peines encourues. Alors maintenant, il reste à voir ce que sera la réaction du juge aux États-Unis. Donc la loi en France a vraiment changé. Je crois qu'on a droit de penser que cette loi de blocage sera appliquée, sera renforcée, appliquée. Du moins, on a lieu de le penser. Quel sera le poids des précédents aux États-Unis, des précédents américains pour le juge, alors que les précédents ont toujours manqué de respect pour cette loi française de blocage, ou est-ce que nous verrons comme contrepoids cette doctrine vague et même, je dirais, ambiguë de la courtoisie internationale dite International Comity, que l'on entend de plus en plus souvent dans les décisions en droit transnational aujourd'hui aux États-Unis. Et je m'arrêterai là parce que, d'abord, je n'ai pas de réponse à ma propre question. Et si jamais vous avez des questions maintenant, il nous reste encore quelques minutes pour vos questions, pour vos commentaires. Si vous avez compris notre français. Nous avons depuis quelques années lancé cette idée que la Société américaine de droit comparé ne peut pas être satisfaite par le monolinguisme de tant de nos membres. Alors, nous avons tenu à essayer de répandre un petit peu le plurilinguisme et moi, je tiens surtout à répandre le français autant que possible. Ah, je vois quelqu'un. Je vais juste regarder le chat. Professeur Esquirol. Ah non. Ah bon, d'accord. S'il vous plaît. Oui, c'est bien moi. Bonjour. Bonjour, Esquirol. Merci, Monsieur Tellier, pour votre intervention. C'était très intéressant. Et ma question est dirigée envers les contrôles qui existent dans le droit constitutionnel français contre une possible dérive autoritaire, vu que le gouvernement a autant de pouvoir en ce moment à travers les ordonnances, la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Quels seraient les contrepoids que vous voyez dans le système français? Mais j'ai cette question parce que, comme nous voyons aux États-Unis, avec cette idée des contrepoids de pouvoir, en fait, ça dépend beaucoup des qualités des personnes au pouvoir, les qualités personnelles. Et finalement, c'est ça qui compte beaucoup. Oui, merci beaucoup de votre question qui me permet d'ailleurs de revenir sur un point que, ne voulant pas être trop long, j'avais un peu supprimé de l'exposé. Alors, les contre-pouvoirs, si je puis dire, il y en a deux en fait. Le premier, c'est le Conseil constitutionnel, qui est
la Cour constitutionnelle de la France. Bon, alors, ce n'est pas la Cour suprême des États-Unis, hein, c'est clair, c'est une institution qui, au départ, était là uniquement pour des questions de compétences, bon, qui, depuis 1971, contrôle le respect des droits et des libertés. On regarde un catalogue assez fourni, puisqu'il y a la déclaration de 89, le préambule de 46, la charte de l'environnement. Alors, sur des lois de ce type, donc il y a deux types de contrôle possibles. Il y a d'abord ce qu'on appelle le recours direct, c'est-à-dire quand la loi est votée, elle peut être déférée par 60 députés ou 60 sénateurs, ou éventuellement le Premier ministre, le président, les présidents des assemblées. Alors, ce recours, qui est un recours politique, en réalité, par sa nature, ce recours est rarement exercé contre des lois de plein pouvoir qui correspondent à une certaine urgence nationale, ou en tout cas à un certain consensus national. Par exemple, là, la loi du 23 mars 2020, qui a créé l'état d'urgence sanitaire, elle n'a pas été déférée. Mais une loi ultérieure du 11 mai 2020 a été déférée, qui complétait la première loi. Et le Conseil constitutionnel a jugé que la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient dans ce cadre d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d'aller et venir, la liberté, le droit au respect de la vie privée, la liberté d'entreprendre, le droit à l'expression collective des idées et des opinions. Alors, ce qu'a jugé le Conseil constitutionnel, qui moi ne me choque pas, mais qui n'est pas absolument évident, c'est qu'on pouvait créer un régime de ce type, un régime d'état d'urgence, sans fondement constitutionnel. C'est-à-dire que c'était une compétence législative et qu'à condition de respecter un équilibre entre les exigences de la santé publique et le respect des droits et des libertés, le législateur pouvait définir lui-même ce régime. Alors, il y a une deuxième voie de recours qui est plus performante, qui s'affirme beaucoup. D'ailleurs, elle est très inspirée du système américain. Donc, j'avais fait un exposé à Yale, j'avais fait un grand exposé sur Abstract Review et Concrete Review. C'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, qui est en fait une exception de la constitutionnalité, du même type que celle qui existe en Italie, exactement le même système. Alors, bon, c'est la force du contrôle concret, c'est-à-dire que ça se greffe sur un litige actuel, a case, où on découvre dans l'application de la loi sur les pouvoirs d'exception que ça pose problème dans tel et tel cas qu'on n'avait pas vu, etc. Donc ça, la question donc, est renvoyée par le juge au Conseil constitutionnel. Alors nous, on a un système de filtre pour éviter qu'il y en ait trop. En fait, le juge à quo renvoie à sa Cour suprême, Conseil d'État ou la Cour de cassation, qui lui-même renvoie au Conseil constitutionnel. Mais ça fonctionne plutôt bien. Et là, ça donne lieu à un contrôle beaucoup plus concret et beaucoup plus approfondi des libertés. C'est la force du contrôle concret par rapport au contrôle abstrait. Et puis, l'autre garantie qui est réelle, comme l'a montré, alors pour le coup, concrètement, cette crise, c'est que la loi sur l'état d'urgence sanitaire a prévu que toutes les mesures prises dans son cadre, qui sont, donc, comme c'est les pouvoirs du Premier ministre, c'est des décrets, en fait, c'est des mesures réglementaires, seraient jugées par le Conseil d'État selon la procédure du référé, c'est-à-dire en urgence et par un juge unique
après une instruction qui, à certains égards, est plus satisfaisante que l'instruction normale des recours qui est purement écrite. Parce que le juge des référés, si vous voulez, il organise généralement une séance orale, comme un peu le public hearing de la Cour suprême américaine, où il convoque l'administration, il convoque le demandeur, les gens s'expliquent, ils posent des questions, etc. Et quand on regarde, le Conseil d'État a rendu beaucoup d'ordonnances, et il y a eu beaucoup de recours, y compris des recours, enfin c'est normal, un peu enfin, émanant de syndicats, de groupes, etc. Et moi, je trouve que les décisions sont plutôt bien. Elles sont plutôt bien. C'est-à-dire qu'elles essayent de trouver un équilibre entre sauvegarder les mesures essentielles qui étaient nécessaires pour le pays et annuler les excès. Je ne me rappelle plus si j'ai cité le cas de le Conseil d'État a censuré au moment du déconfinement le fait que le gouvernement n'avait pas déconfiné les offices religieux dans les églises. Il y avait quand même une contradiction flagrante à tout déconfiner, les cafés, les restaurants, les salles de spectacle, les lieux de réunion, et dire « Ah ben non, dans les églises, vous n'avez pas le droit de faire la messe ». Donc le Conseil d'État a censuré ça. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu à votre question. Oui, merci. D'autres questions? Ah bah sinon, je crois qu'il nous reste à vous remercier, Monsieur Duthé-Lamotte, et à moi aussi de remercier l'auditoire. Alors, avant qu'on clôture la session, je voudrais quand même vous rendre hommage, Viviane, parce que là, aujourd'hui, je participe à une session du congrès de la Société américaine de législation comparée en français. Mais il y a quelques années, je suis venu à Pittsburgh à votre invitation pour participer à tout un colloque qui était en français. Je n'en suis pas encore remis d'avoir vu avec plein de sujets et tout ça en français. Donc bravo. C'est ma mission dans la vie. Oui. Et vous nous éclaircissez, vous éclaircissez là où vous allez. À Pittsburgh, oui, depuis Paris maintenant. Oui. Alors merci à tous et à toutes et à l'année prochaine, j'espère, et avant l'année prochaine, espérons. Oui. Alors, au revoir. Au revoir.